On revient avec vous, Firmin Teko Agbo et Ibrahima Atia. Pour la suite et la fin, on va parler du Togo. Le syndicat des enseignants du Togo 7 appelle à une cessation du travail les 24 et 25 mars prochain. La décision est illégale selon le ministre togolais de la fonction publique, le ministre Gilbert Bawara, et son collègue des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, professeur Dodi Kokoroko. Les deux ministres estiment que l'organisation est illégale et qu'elle ne peut pas appeler à une grève. Firmin Teko Agbo, on sent, si on peut le dire, une division dans le corps enseignant. J'ai eu la chance d'avoir un membre du 7 ici qui nous dit qu'ils ne sont pas, ou bien qu'il n'est pas d'accord avec les propositions qui ont été faites par le gouvernement. La première question que je me pose, c'est que le 7 était où quand on signait le mémorandum? Comment la démarche a été... Je parlais justement du mémorandum. Oui. Comment... Le 7 n'a pas été invité selon les propos de l'enseignant que j'avais reçu. Je ne connais pas les motivations, mais si le 7... On peut trouver les motivations dans l'introduction faite tout à l'heure. Le 7, selon les ministres, le 7 est illégal. Le 7 c'est illégal, donc ça veut dire que la démarche n'a pas été conciliante. Donc, on met en place un mémorandum qui ne rassemble pas tous les enseignants. Je pense que ça, c'est déjà faussé. C'est déjà faussé. C'est ça, et bon, la suite, la conséquence, c'est ce que nous vivons. Bien sûr, vous savez, avant qu'on aille au fond du débat, on va sanctionner les gens qui vont faire grève, tout ça, mais c'est le système éducatif qui perd. Hein. C'est le système éducatif qui perd. Vous savez, vous avez posé une question tout à l'heure à Ibrahim Atia par rapport aux politiciens, si les politiciens ont échoué et autres là. Vous savez, nul ne peut bien faire la politique que le politicien lui-même. La politique, c'est pour le politicien, en fait. La politique, celui-là qui l'a fait, c'est le politicien. Un chanteur ne peut pas bien faire la politique. Un comédien, un certain Zelensky ne peut pas bien faire la politique. Un sportif. Un sportif. Comme Georges Weah. Non, je ne peux pas bien faire la politique. Il ne peut pas bien faire la politique. Il a étudié. Il est à l'école. Oui, il est allé à l'école. Il a pris l'expérience du terrain pour aller voir. Mais parce que... Il est allé étudier. Oui, il est allé étudier. Et puis quand lui est arrivé, on lui a dit, monsieur, ici, ce n'est pas un terrain de football. C'est ça. Il faut que tu ailles étudier. Donc, il est allé étudier. Mais un homme d'affaires ne peut pas bien faire la politique. L'exemple est là. Le parti... Tu sais, c'est l'homme d'affaires que je ferais. Talent. Au Bénin, c'est une autre réalité. C'est aussi une autre réalité. Ouais. Aussi, l'américain. Donald Trump, on voit comment il s'est comporté là. Donc, ça veut dire, quand vous voyez un peu, le politicien, c'est lui qui fait la politique, au fait. Donc, j'ai compris en réalité que quand le professeur Kokoroko était arrivé, on a senti un peu, on a senti en lui un intello qui ne comprenait pas trop les réalités togolaises, les réalités enseignantes. Et on a vu un peu les résultats que cela a donné avec cette sanction entre-temps infligée au directeur d'école. Et je pense qu'il a été entre-temps secouru ou aidé par le ministre politicien Bawara. Vous voyez? C'est un pur politique. C'est un pur politique, au fait. Donc, je pense que ça joue, au fait. C'est ça qui joue, au fait. Quand vous voulez, chaque fois. Parce qu'il faut mettre la différence, vous faites le distinguo entre le légal et le politique. Parce que à certains niveaux, vous fermez les yeux sur le légal et vous privilégiez le politique. Des gens se rappellent un peu le CST qui a existé dans ce pays. Bon, le CST, c'est une coalition, mais le gouvernement arrivé à un moment donné a fermé les yeux sur le légal et avait accepté de dialoguer avec le CST, qui n'était pas un parti politique, mais qui était un regroupement de partis politiques, d'organisations de la société civile. C'est ça la différence, c'est ça la politique. Mais ici, moins de choses, depuis que le professeur Kokoroko il est à la tête, c'est un ministre pour qui j'ai une certaine admiration. Je l'appelle quelquefois un grand frère, mais je vois toujours qu'il y a toujours son côté intello qui prévaut plus que le côté politique. Alors, moi, je lui demanderais en réalité d'adopter la démarche beaucoup plus politique que la démarche légale ou la démarche intello. Parce que, à la lueur vont les choses, si on dit qu'il y aura grève, certains enseignants ne vont pas aller, que vous allez les sanctionner. Ça veut dire que c'est une crise à répétition, bien qu'on ait eu à signer le mémorandum. Alors, Ibrahim Atia, la question à poser, qu'est-ce qui empêche le gouvernement d'intégrer le 7 là dans ce mémorandum ou bien de discuter avec le 7 également? Qu'est-ce qui divise le gouvernement et le 7 ou bien le 7 et les autres enseignants? Je pense qu'il faut partir sur des bases saines et claires. Le gouvernement ou bien les émissaires du gouvernement ont
dit clairement que le CET n'a pas une base légale. Ça voudrait dire que le CET n'est pas enregistré au niveau du ministère de l'administration territoriale en tant que syndicat et aussi au niveau du ministère de l'Éducation nationale, n'est pas reconnu comme un regroupement ou bien un syndicat qui a en tout cas tous les droits d'exercice en termes de grève, en termes de représentativité des enseignants et autres, là, et pouvoir aussi faire valoir aussi ces droits et pouvoir véritablement discuter de tout ce qui concerne la vie des enseignants. Donc, si nous partons de ces principes-là, de ce que les émissaires du gouvernement ont dit, il va de sorte que le CET ne soit pas associé à la démarche qui a abouti au mémorandum, et en même temps aussi il va de soi que les actions que prévoit le CET ne soient pas admises ou bien comprises dans le sens légal du terme au niveau du gouvernement. Alors le côté légal du CET, selon vous, c'est un refus du gouvernement ou quoi? Bon, le problème se pose en termes pas de refus du gouvernement, mais de la démarche qui a été adoptée au niveau du CET. Est-ce que c'est une démarche conflictuelle? La question aussi reste à se poser. Mais si c'est une démarche conflictuelle, il va de soi que les tenants du pouvoir puissent avoir raison sur eux. Mais si la démarche avait été beaucoup plus conciliante, beaucoup plus, disons, en tout cas on dit civilisée, entre griffes, j'ose croire qu'on n'aurait pas, en tout cas, assisté à ces levées de boucliers au niveau du gouvernement par rapport au mouvement que projette le CET, ce mouvement des enseignants, ce syndicat des enseignants là qui se signale. Et il faut aussi, et c'est là où je rejoins Firmin, qui parlait de voir aussi le côté politique de la chose. C'est-à-dire que c'est vrai que le regroupement dit n'a pas une base légale, mais est-ce que le mouvement mobilise? C'est la question qu'il faut se poser. Selon l'enseignant, ce mouvement a une force de mobilisation. Oui, selon ce qui s'était passé, quand nous voyons un peu les mouvements qui ont été lancés par ce syndicat-là, nous avons remarqué qu'il y avait une forte adhésion des enseignants autour des valeurs que défendait le mouvement. Pourquoi cela? C'est parce que le mouvement a su poser le problème juste auquel sont confrontés les enseignants. Et ce qui m'amène à dire que les autres syndicats qui sont là et qui ont signé le mémorandum, est-ce que ces syndicats-là, c'est une question que je me pose, ne se sont pas positionnés dans le sens de défense des intérêts, des vrais intérêts des enseignants ou comment? Parce que si ce mouvement veut lancer le mouvement en tout cas de revendication ou bien de débrayage, et on sent que les gens se mobilisent, les enseignants se mobilisent à respecter cela, ça voudrait dire que ce qui s'est passé dans le cadre du mémorandum n'est pas proprement parlé ce qui ressort vraiment en tout cas de la volonté ou bien ne rencontre pas l'assentiment de la majorité des enseignants. Et là, le ministre Bahora de la fonction publique et le ministre Kokoroko qui se charge de l'éducation doivent revoir comment faire pour fédérer tous les enseignants autour de ce mémorandum. Et là, ce n'est pas par les menaces, ce n'est pas par en tout cas les propos va-t-en-guerre que cela peut se résoudre, mais c'est par une démarche beaucoup plus conciliante, une démarche beaucoup... En tout cas, ce sont des stratèges, ce ne sont pas des gens à qui nous devons apprendre des méthodes à pouvoir amener les gens à aller dans le sens, en tout cas, d'un idéal commun. Mais je pense, et c'est ce que je dis toujours, le ministre Bahora, quoi qu'on dise, peut, jusqu'à quelques heures de la grève, sortir quelque chose de sa JBCR, parce que nous comptons beaucoup sur lui, nous savons qu'il a beaucoup d'astuces, beaucoup de choses qu'il peut faire ressortir pour que le calme revienne. Parce que Firmin le disait, actuellement s'il y a un débrayage ou bien il y a des sanctions, il y a des quoi, c'est le système éducatif qu'on est en train d'engloutir comme ça, c'est le système éducatif qui va prendre encore en tout cas du recul, et ça ne serait pas bien pour nous. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez qu'au niveau du gouvernement, quand on parle de leur feuille de route gouvernementale, ils veulent une nation prospère, une nation unie, une nation développée, une nation émancipée. En tout cas, tous les beaux mots que vous trouverez dans le dictionnaire, ça se trouve dans leur plateforme gouvernementale. L'éducation passe par ça. L'éducation passe par ça. Justement, c'est ce que je voulais rappeler. Donc, on doit tout faire pour éteindre vraiment le feu qui est en train en tout cas, de s'annoncer au niveau du système éducatif. Et vous avez fait sortir un verbe qui est important, fédérer. Est-ce que vous pensez que ce sont
enseignants eux-mêmes qui sont divisés, ou bien peut-être que le SET est dans une démarche aussi d'insoumission? Non, vous savez, quand vous Ou parlez encore, de... c'est le gouvernement qui essaie de les diviser. Non, ça fait vous trois savez, choses. Ici, on parle de politique. Au Togo, dans plusieurs domaines, il y a un certain clivage. Il y a du clivage presque partout. Et aussi, les acteurs rentrent dans ce clivage. Quand il y a clivage, ça plaît aux politiques. Hein. Ah oui. Oui, ça plaît aux politiques. Le politique, lui, il essaie d'en tirer profit au maxi. Et ça plaît. Mais sauf qu'aujourd'hui, les temps ont évolué et on ne peut plus fonctionner avec certaines vieilles méthodes. Parce que autant le pays est clivé ou les secteurs sont clivés, autant le pays est stagnant. Ça ne marche plus. Si ça avait marché au XXe siècle, au XXIe siècle, surtout après 2020, il y a certaines choses qui ne doivent plus être autorisées ou permises. Parce que vous le faites, vous avez le résultat tout de suite. Ouais, vous imaginez? En réalité, le gouvernement aurait mieux fait s'il avait accepté que tous les syndicats, aussi illégaux que légaux, soient ensemble avant qu'on ne passe à la signature du mémorandum. Si vous excluez une bonne partie des enseignants, les gens se disent c'est un syndicat qui mobilise. Ça fait déjà des années qu'on entend parler du CET. Et le CET n'a jamais été dissous. Et le CET a ses membres. Comment on les appelle? Ses camarades. Oui, ses camarades, ses membres, ses sympathisants. Donc, le gouvernement... Ils ont une base solide. Et quand ils disent qu'ils ont une base solide, le gouvernement ne doit pas négliger. Sur le plan politique, ce n'est pas négligé au fait. Le gouvernement devrait en réalité les appeler eux tous et s'asseoir ensemble. Qu'est-ce qu'on veut? Si on veut en réalité que le pays évolue, à moins qu'on veuille faire de la politique, on se contente du clivage et on évolue. On se sert de ce clivage-là pour faire avancer un certain nombre de projets politiques. Mais nous sommes dans un système éducatif où on a des jeunes qui ont leur avenir en jeu. Donc vous savez, on ne peut pas évoluer comme ça. On a assez de gens qui ont leur avenir en jeu. Donc quand les jeunes... Et regardez aujourd'hui l'état du système éducatif togolais, ça ne va pas. Les jeunes ont des soucis au niveau de l'expression, au niveau de leur culture, au niveau de leur orientation. Il y a tous ces problèmes-là. Parce qu'en réalité, il y a eu des soucis qui impactent aujourd'hui négativement le système éducatif. Le gouvernement a raté le coche quand il n'a pas su mettre tout le monde ensemble. Ibrahim Adja a dit quelque chose. Fédérer. Que ça coûtait au gouvernement de tout faire pour fédérer toutes les énergies. Et ensemble aujourd'hui, on a un mémorandum. Si on avait un mémorandum consensuel, on ne serait pas à cette histoire de grève. Le gouvernement a peut-être raté cela, mais le gouvernement peut toujours se rattraper. Et moi, l'autre chose, c'est-à-dire, je l'ai toujours dit, peut-être que c'est moi qui ne fais pas assez de fouilles, assez de recherches. Est-ce qu'il y a une politique nationale de l'éducation togolaise? Et c'est important, parce que si il n'y a pas ça... Il y a une politique nationale. Si il n'y a pas ça, et après on a juste un mémorandum, qu'est-ce que vous voulez? Donc on va parler de vos conditions, vous serez payé ça, et peut-être dans les 5 ans, on va débloquer 5 milliards pour vous, après on va construire 2 écoles. Ce n'est pas une politique. Ça, c'est une politique de circonstance qui ne résout pas le problème de l'éducation togolaise. Donc, il faut en réalité une politique globale de l'éducation togolaise qui touche tous les points, qui retrace tous les points, tous les problèmes, tous les défis, toutes les difficultés, et aussi les fonds alloués à ces secteurs-là ou à ces démembrements-là. S'il n'y a pas ça, vous parlez de mémorandum, je pense qu'on sera toujours, on parle de 5 ans, mais on ne va pas faire 1 an, il y aura toujours problème. Donc le gouvernement, moi je leur demande, ces ministres pour qui nous avons une certaine admiration, oui, de revoir un peu cette copie-là, de faire un effort pour appeler le CET, pour qu'on aille à une table de discussion. Et puis que le CET aussi soit flexible. Ouais. Surtout. Le CET ne se retrouve pas dans ce mémorandum. J'ai reçu, c'était le secrétaire général adjoint du CET. Est-ce que selon vous, Ibrahim Macha, c'est ce qui irrite le syndicat? Bon, mais le CET n'a pas été associé à la signature de ce mémorandum. Il va de soi que le CET ne se retrouve pas dans tout ce qui a été contenu dans ce mémorandum. Si le CET aussi estime que la plupart des revendications des enseignants n'est pas contenue dans ce mémorandum, il va de soi que le CET vraiment s'irrite et cherche par tous les moyens à se faire entendre, cherche aussi par tous les moyens à ce que le gouvernement puisse reconsidérer certaines positions et intégrer dans ce mémorandum toutes les revendications des enseignants. Voilà ce qui peut
à mon avis, amener le 7 à, comme on le dit, à vouloir aussi appeler ses membres à un débrayage pour faire passer le message de mécontentement vis-à-vis de ce qui a été décidé. Et selon vous, le 24 et le 25 mars, qu'est-ce qui va se passer? La pression du gouvernement va pousser peut-être les enseignants à aller faire leur boulot, ou bien également le 7, avec peut-être la puissance qu'il a, peut agir dans le système éducatif au Togo. Vous savez, dans le système éducatif, il y a ce que, quand vous approchez les enseignants, on vous dira, il y en a ceux qui se considèrent comme des cabris morts. Eux, ils sont prêts à tout. Eux, ils peuvent vraiment aller dans le sens de ce débrayage, respecter le mot d'ordre du 7. Ils se fichent pas mal de ce que le gouvernement fera. Le gouvernement peut-être c'est des ponctions sur des salaires ou bien en tout cas des rétrogrades. On peut vous rétrograder de votre poste ou bien de votre position, ou éventuellement si on vous radie, mais ils diront que ils attendaient à cela, puisqu'il y a la plupart se disent que bon, ce n'est pas à proprement parler les conditions qu'on devait leur réserver en tant qu'enseignants dans le pays. Donc, ils se fichent pas mal de ce que le gouvernement prendra comme décision. Mais l'autre camp, ils sont plus nombreux. C'est des gens qui ont envie quand même de faire carrière dans l'enseignement et qui ont beaucoup d'ambition, qui veulent aller loin. Donc, par crainte de représailles, ces gens-là peuvent peut-être se ranger et suivre ce que le gouvernement a dit. Et on va dire qu'ils sont légalistes, mais à proprement parler, est-ce que ils le font avec vraiment cœur? C'est peut-être par crainte de représailles que ces gens-là vont peut-être ne pas s'associer au mouvement que lance le 7. Mais dans l'ensemble, Frimel l'a dit déjà, nous sommes tous Togolais et notre envie, c'est de construire notre pays. Et ce n'est pas, en tout cas, une joie lorsque nous entendons que le pays ne se retrouve pas dans des classements ou bien ne se retrouve pas dans des positions au niveau de la sous-région où certains pays sont en avance. Et ce n'est pas bien pour notre pays, surtout que nous tous, nous rêvons grand pour ce pays. Les indépendantistes avaient parlé de l'ordre de l'humanité. Jusqu'alors, nous cherchions, nous ne savons même pas où nous allons. L'émergence en 2030. À l'heure actuelle, nous sommes en train de nous chercher. On ne sait pas si les jalons sont bien posés pour que nous puissions aller vers l'émergence. Donc, il revient à tout le monde, y compris les enseignants et tous les secteurs socio-professionnels, de revoir un peu ce qu'il faut faire, le mouvement d'ensemble qu'il faut faire pour porter vraiment notre Togo vers l'avance. Et ça, les autorités aussi doivent aider à ce que ce mouvement d'ensemble-là puisse vraiment avancer. Mais si on va de représailles, d'interdiction en interdiction, d'emprisonnement en emprisonnement, j'ose croire que nous n'aurons pas cette cohésion nationale à laquelle nous appelons pour pouvoir bâtir notre nation. Alors, Firmete Kouagbo, on n'est pas dans le secret des dieux, mais qu'est-ce qui peut arriver les 24 et 25 mars? Bon, le gouvernement a jusqu'à peut-être minuit pour appeler les responsables du 7. Comme on avait pu éviter une grève, là, le ministre Bara avait utilisé tout son génie. Et Ibrahim Achar a dit. Il a dit tout à l'heure qu'il s'est tiré de sa gibecière. Donc, on le sait, fin politicien, donc il peut toujours faire quelque chose, il peut appeler les responsables du 7 pour leur dire venez, on va discuter, donc arrêtez ça, on est entre nous, on est entre Togolais, donc ils peuvent le faire, donc qu'ils prennent le devant, et quand ils prennent le devant, vous savez les juristes, le ministre Kokoko c'est un juriste, donc ils ont appris la loi et donc et ils aiment toujours faire respecter cette loi là, c'est bon, mais sauf que des fois ça ne marche pas trop avec la politique. Parce que la loi peut détruire aussi. La loi peut détruire aussi. C'est pour cela que quelquefois on parle de circonstances exceptionnelles. Donc, aux circonstances exceptionnelles, il faut des mesures exceptionnelles. Donc, je pense qu'il faut que nous soyons dans cette dynamique. Le ministre Bara, il a encore quelque chose à prouver à ce niveau-là, qu'il appelle les responsables du 7 pour qu'on n'aille pas encore à une situation de grève. Vous savez, quand vous êtes dans un État et qu'il y a toujours grève dans le système éducatif, c'est l'avenir du pays qui est en jeu. Parce que, attends, c'est ceux qui vont construire le Togo de demain qui sont en train de souffrir aujourd'hui. Et ce n'est pas bien. Si la Chine aujourd'hui est à ce niveau, c'est parce que les Chinois, à un moment donné, ont misé sur l'éducation. Sans faille, sans tâche.
Et aujourd'hui, ils ont les résultats. Les États-Unis de même, les Français de même. Vous savez, je dis toujours quelque chose que j'ai appris chez les Allemands en fouillant un jour. Les Allemands, jusqu'à présent, depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant, ils ne font plus grève. Il n'y a plus de grève en Allemagne, dans aucun secteur d'activité. Parce que le gouvernement et les syndicats et les contestataires éventuels arrivent toujours à trouver un terrain d'entente. Et c'est pour cela que c'est ce qui a permis à l'Allemagne de reprendre ou d'arriver toujours à devenir toujours la première puissance de l'Europe. Vous allez voir que, je ne sais pas si vous faites la même remarque, vous allez voir que dans certains pays où il n'y a pas de grève, on ne parle pas trop de croissance économique en baisse. Oui. On ne parle pas de taux de chômage élevé. Quand vous voyez les États-Unis, rarement on fait grève là-bas dans ce pays. Les États-Unis, la croissance économique est toujours à un niveau considérable et le taux de chômage est toujours en baisse. Quand vous voyez l'Allemagne, la croissance économique est toujours à un niveau important et le taux de chômage est en baisse. Quand vous voyez la Chine, la croissance économique est toujours à 2 chiffres, taux de chômage à un niveau très bas. Mais regardez la France. Où il y a grève, on parle toujours. Où il y a la CNT ou la CNGT ou CGT, ils font toujours grève. Au 1er mai, ils vont toujours parler. Il y a grève quotidienne, grève hebdomadaire, grève mensuelle, grève trimestrielle. Et vous voyez, ils ont toujours des problèmes, des soucis liés à la croissance économique, des soucis liés toujours au taux de chômage. N'oubliez pas que c'est le taux de chômage qui a emporté François Hollande. Ouais. Donc c'est ça peut-être, avec Macron, avec coronavirus, lui, ça ne va pas l'emporter parce qu'il s'est beaucoup évertué durant cette crise de coronavirus, il va être peut-être réélu. Mais ce que nous voudrions aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin de contestation dans notre pays parce qu'il y a tellement de domaines, il y a tellement de chantiers à construire. Donc que les autorités et les syndicats arrivent à s'entendre pour qu'il n'y ait plus de ces mouvements de débrayage, pour que le pays puisse avancer. Parce que ce que nous voulons, c'est que le Togo aille de l'avant, c'est tout. Oui, Ibrahim Macha, dernier mot. Oui, moi j'estime que nous sommes à l'approche des examens, puisque mars déjà, les examens vont commencer. Donc il ne sert à rien de créer encore des situations qui vont désarticuler le système éducatif dans notre pays. Donc au niveau du 7, c'est de jouer vraiment à la carte de la négociation. Et au niveau du gouvernement, le gouvernement a toujours parlé du dialogue, de l'écoute de son interlocuteur, du dialogue permanent avec les acteurs, en tout cas des couches socio-professionnelles ou bien de la vie socio-politique et économique de notre pays. Et donc si ce dialogue est maintenu, j'ose croire que le gouvernement peut, et c'est ce que Firmin disait, le ministre Bawara et son collègue de l'éducation peuvent inviter les responsables du CET autour d'une table comme ça. Ils vont s'entendre, ils vont parler, discuter et voir éventuellement ce que le CET porte comme revendication qui n'est pas contenu dans le mémorandum et voir éventuellement comment l'intégrer. C'est les gens qui ont écrit, ils peuvent aussi adopter. Puisque au Togo, nous avons des lois qui ont été votées. Ça n'a même pas commencé par être appliqué. Il y a déjà révision de ces lois. Donc, on a réajusté. On a réajusté. Donc pour le mémorandum, ce n'est pas sacré, ce n'est pas de l'évangile. Dernier mot également à vous, Firmin Teko. Non, je pense que comme Ibrahim Macha l'a dit, nous voulons tous le développement de notre cher pays, donc que les autorités et les syndicats réussissent toujours à s'entendre pour trouver la bonne formule, pour qu'il n'y ait plus de ces mouvements de débrayage qui handicapent sérieusement vous l'avez dit, le ministre a la maestria de sauver la situation. Oui, c'est un Manitou. Et surtout domaine. Pour toujours. Hein. Pour toujours. Il ne faut plus qu'il y ait ces genres de choses, parce qu'on n'en a plus besoin. Il faut que ça avance. On dit une feuille de route gouvernementale 2020-2025. Donc on a déjà bouffé 2 ans, donc il nous reste encore 3 ans, alors qu'il y a des échéances politiques. On a beaucoup d'argent à dépenser aussi dans les élections. Donc on n'a plus besoin d'erreurs au fait. Donc que les autorités s'entendent avec les syndicats. Et puis que les syndicats aussi soient flexibles. Parce qu'il ne sert à rien de créer, de chercher à ne rien comprendre. Non, il faut arriver à être flexible. Que l'intérêt du pays prévale et que c'est le Togo qui gagne, quoi. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, vous êtes également le directeur du Centre international
de géopolitique Firmaiteko Agbo. Le centre va bien? Oui, le centre va bien. Actuellement, nous sommes en train de préparer de petites conférences à l'intérieur du pays avec les communes, juste pour sensibiliser sur le respect des valeurs citoyennes, sur la paix, sur la sécurité. Il faut que tout le monde arrive à contribuer à la paix de notre pays parce que en ce moment-ci, où le monde est tellement violent, nous on a besoin de paix dans notre pays. C'est ces idéaux de paix, de sécurité, de non-violence que nous prônons au niveau de toutes les communes, au niveau des leaders communautaires. Merci également à vous, chers confrères et aînés Ibrahim Acha. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. On se retrouve donc la prochaine fois toujours avec le même plaisir. Merci également à vous pour l'attention toujours particulière. À très vite.